Donc je vais commencer par un petit mot d'introduction. Je ne serais pas surpris, je vous avais prévenu. Voilà. Et parce que, oui, je l'avais prévu avant, mais même si Titi Robin a défloré une partie de ce sujet, je pense qu'on n'a jamais, on perd jamais son temps à revenir sur ces questions à la fois de vocabulaire, d'angle d'approche, de délimitation des domaines. Voilà. Vous allez voir, ça va être assez rapide quand même. Par exemple, on a coutume dans les bibliothèques d'organiser des collections, des services aussi bien sûr, mais bon, déjà les collections c'est un peu l'ADN fondamental autour duquel se développent les services. Et pour la musique, faut faire un petit peu d'histoire parce que l'historicité de notre rapport à la musique en bibliothèque est importante aussi pour comprendre d'où on vient et surtout où on va aujourd'hui, en particulier par rapport aux thématiques musicales qui nous réunissent sur ces 2 jours. Voilà, donc on a traditionnellement une alternance, comment dire, une opposition entre musique savante et musique populaire, par exemple. Derrière ces concepts, on peut révéler des visions du monde, puisque derrière ça, il y a des cadres de classement. Et un cadre de classement, ça traduit en chiffres la plupart du temps une vision du monde. Et on sait que pour la musique en bibliothèque, ça a démarré sur une vision européano-centrée, et assez même franco-française, puisqu'on a toujours eu une catégorie spéciale pour la chanson d'expression francophone. Voilà. Ensuite, ce savant et ce populaire, on a pu avoir tendance à le classifier de façon, je pense, trop rapide souvent. Musique savante égale musique écrite et musique populaire égale musique de l'oralité, ce que l'UNESCO labellise maintenant avec le patrimoine immatériel. Il s'avère que ces catégories ne sont plus ou n'ont jamais même été opérantes. C'est-à-dire qu'il existe autant de musique savante transmise dans les processus d'oralité que de musique populaire écrite. Donc, je pense que sur ces termes-là, on peut se mettre rapidement d'accord. Ça ne doit pas être des critères discriminants, ça ne doit pas être non plus des critères suffisamment éclairants par rapport à notre thématique du jour, en tout cas. Voilà. Donc, l'histoire des cadres de classement, je vais vous épargner. On n'est pas dans un cours, même si j'ai enseigné ça pendant très longtemps, trop longtemps peut-être. Mais il s'avère que l'histoire des fonds musicaux en bibliothèque en France, ça s'est appelé les discothèques. Et ça, c'est la Discothèque de France qu'on a été le vecteur et qui a publié les premiers ouvrages pour nous guider. Ça s'appelait Le Manuel du discothécaire. Dans les années 60, 60% de la collection devait être du classique et le reste se partageait entre ce qu'on appelait les variétés. Et parmi ces variétés, les musiques qu'on a appelées du monde ensuite, c'était un FF pour folklore. Voilà. Donc pendant les premières décennies des collections musicales, ce qui était proposé pour classer ça, c'était folklore. Et puis dans les années 70, il y a eu la deuxième édition du manuel du discothécaire, celle de 78, a ouvert ce catalogue. On restait toujours quand même à 6% de disques sur une collection correspondant à ce qu'on appelle aujourd'hui musique du monde. Je ne vais pas revenir sur les explications de Titi Robin, je partage totalement son approche, mais faute de mieux, aujourd'hui, c'est ce qu'on va utiliser comme terme fédérateur. On a quand même développé, alors la classe 9 est devenue la classe 90 par continent. Déjà, c'était pas mal. Sauf que ce découpage par continent, puis par pays à l'intérieur des continents, je prends l'exemple de l'Afrique, vous remarquerez que c'est un découpage post-colonial. Et que l'approche des musiques du continent africain, on est passé du colonial, folklore, au post-colonial, découpage administratif, qui ne recoupe, mais dans aucun cas, les aires culturelles, les aires linguistiques. Voilà. Donc, nous, avec nos cadres de classement, on place comme on peut des ouvrages, souvent par la nationalité civile de l'artiste. Mais il s'avère que le même artiste sénégalais peut chanter en peul, en wolof et en d'autres langues que j'ignore. Donc,
la pensée coloniale, puis la pensée post-coloniale, ou la décolonisation, est totalement inachevée dans ce domaine, puisque notre classe de classement, les PCDM, on s'est arrêté à la version 4, hein, je crois que c'est Pierre Rebuffet qui avait lancé un groupe d'actualisation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une volonté farouche de la profession de modifier ce cadre de classement, ni de le mettre à jour particulièrement. On s'arrange tous avec d'autres modes de valorisation. Là, on se rapproche de notre sujet, c'est comment valoriser ces musiques dans nos établissements. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Oui, nos collections, elles sont constituées de phonogrammes édités pour 99,x% de nos fonds. Sauf que quand on parle des musiques issues des cultures du monde, il y a beaucoup d'inédits. Pour ceux qui sont passés sur le stand Infrason CMTerra, ils ont pu voir que effectivement, le collectage est un mode de recueil de messages, pas toujours musicaux. Donc on travaille aussi dans les cultures de l'oralité. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du récit, du conte et de l'étude des langues ou de la préservation de faits linguistiques. Voilà. Donc l'inédit, ça a peu de place dans nos collections, mais quand on est dans ce domaine musical, se préoccuper de l'identification, de la mise en médiation et en valorisation de fonds inédits, ça nous ouvre des perspectives assez intéressantes. Que vous dire encore? Voilà, le dernier point, c'est, voilà, je vous ai parlé de la décolonisation, de notre cadre de classement historiquement hérité, comme ça. Sur le inédit édité, c'est très important aussi dans ce domaine musical, mais également le phénomène de la démocratisation culturelle ou de l'accès à toutes les formes de culture, en particulier au début de l'usage du terme. Dans la vision d'André Malraux, c'était donné à tous les citoyens un accès à la culture. Bourdieu dirait légitime, on peut utiliser d'autres termes, mais en tout cas, un accès à la culture authentifié comme ayant une valeur, sachant que le populaire, lui, se débrouille tout seul. Il se débrouille soit dans ses propres réseaux, soit à travers des médias, la variété, etc. Mais l'institution, donc, a dû faire sa révolution tranquille pour intégrer, effectivement, au-delà de l'accès à la culture, de la démocratisation culturelle, ce qui, aujourd'hui, à travers la valorisation des pratiques, ça a démarré avec l'ère des deux ministères de Jack Lang, l'exemple de la fête de la musique, c'est-à-dire à travers la valorisation de la pratique. Et à travers la valorisation de la pratique, on a pu intégrer des formes musicales qui n'apparaissaient pas dans nos collections. En particulier, on a commencé à organiser des concerts ou des rencontres avec des musiciens, etc., dans nos établissements, ce qui ne se faisait pas à l'origine. Voilà. Donc, cette démarche où on passe de donner accès à un patrimoine identifié à observer le patrimoine en train de se construire, l'actualité de la création musicale dans tous les domaines, on arrive, à travers la valorisation des pratiques, au droit culturel, qui est le nouveau paradigme qui commence à imprégner nos réflexions et pratiques professionnelles. Les droits culturels, c'est une déclinaison des droits humains. Ce ne sont pas comme certains le craignent, des droits à tous les communautarismes de revendiquer leur excellence ou leur suprématie. Ça n'est pas non plus une modernisation de la démocratie culturelle ou de la démocratisation culturelle. C'est la possibilité pour tout acteur dans le champ social de vivre et de faire connaître ces pratiques culturelles, dont les pratiques musicales. Je termine là-dessus, puisque c'est notre point commun aujourd'hui. Et avant de passer la parole à Audrey, donc effectivement, j'attire votre attention sur le fait qu'on est à l'aube d'un nouveau développement, de nouveaux paradigmes professionnels à travers ces droits culturels. Et c'est une question qui reviendra probablement dans nos prochaines rencontres professionnelles. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci de votre patience. Audrey, je te passe le micro.
Bonjour à tous. Alors, je remplace Lucia, qui est une collègue qui a beaucoup suivi le projet dont je vais vous parler. J'espère que je serai aussi assez précise, mais toutefois, si vous avez des questions sur le projet que je vais vous présenter, n'hésitez pas à venir me voir après. Je vous donnerai les coordonnées de Lucia si vous voulez vous rapprocher d'elle pour avoir des éléments supplémentaires. Donc je vais quand même vous parler de plusieurs choses. Je vais vous rappeler un peu mes choses qui ont été faites hier et que vous n'êtes pas censé. Je vais vous parler du territoire et d'un projet qu'on mène depuis. Enfin, c'est pas vraiment un projet, mais c'est un événement régulier qui existe à la bibliothèque et qui se développe et la base du plus gros projet qu'on va mener ensuite. Et après, des petites actions au quotidien qui font que la musique est valorisée. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Dunkerque est une terre de transit et de. Un, deux, essaye celui-là. Je vais couper l'autre. Donc, c'est une terre de transit. Nous sommes. Là, c'est bon. Donc, on est voisins des côtes anglaises. Donc, de nombreuses personnes passent par chez nous pour essayer de traverser et sont résidents chez nous pour une période donnée, voire peuvent parfois rester ici. Donc, sur le territoire, on a quand même beaucoup d'assauts qui suivent ces personnes, des structures d'accueil et qui sont promotrices d'actions culturelles. Donc, ce qu'on a fait à la bibliothèque depuis 2017, avant l'ouverture de la Bib, vous étiez hier, on avait une bibliothèque qui s'appelait l'Open Bar Bibliothèque dans le hall du théâtre, dans le bateau-feu, qui est juste en face. Cette bibliothèque était toute petite, mais elle servait un peu de laboratoire d'expérience, après plus tard la plus grosse bibliothèque. Donc est né dans cette bibliothèque un rendez-vous régulier qui a lieu le vendredi et qui s'appelle le Vendredi Parlotte. Donc à 17h, les gens se rencontrent. Donc le public visé est un public allophone et rencontre un public francophone. Et pendant assez longtemps, ce qui était fait pendant ces Vendredis Parlotte, c'était de la conversation. Permettre aux gens d'apprendre le français et de parler de leur environnement. Il fallait vraiment toujours que les sujets dont les gens, les sujets sur lesquels les gens échangeaient étaient vraiment en lien avec le quotidien de l'apprenant. Donc depuis 2017 et depuis l'ouverture de la Bible, les rendez-vous se sont maintenus. On a eu un creux forcément avec le Covid. On a perdu quand même un public qui venait régulièrement. Il a fallu, ce qui ne sont pas forcément faciles à contacter parce qu'ils peuvent aller de foyer en foyer, repartir, etc. Donc on a mis un peu de temps à reconstituer un groupe. Et là, ils reviennent vraiment régulièrement le vendredi. Il y a au moins 10 personnes en général à chaque fois. Ça peut grimper davantage et c'est assez varié. Les activités sont de plus en plus diversifiées en fait. Lors des vendredis parlottes, ça peut être de l'ordre de lecture, de présentation de livres, des choses assez classiques, en passant par des jeux de société et depuis quelque temps de la musique. Donc, parce qu'on est là pour parler de ça quand même. Donc, ce qui est fait, c'est des choses toutes simples, comme par exemple le choix d'un CD par les personnes qui viennent à l'atelier dans les collections. Et en fait, comme l'objectif, c'est de les faire parler tout le temps, ils présentent pourquoi ils ont choisi ce CD, pourquoi ils aiment ce CD. Ils peuvent aussi même parler des paroles, en fait, des chansons. Parce qu'on ne les comprend pas forcément, mais donc c'est un moyen d'échanger. Donc il y a aussi eu des karaokés. Donc là, hier, ça a été dit aussi, vous écoutez beaucoup la musique sur YouTube, etc. Donc là, c'est l'occasion pour eux de faire écouter, de chanter. Donc il est aussi demandé à ce qu'ils chantent en français, en anglais et dans leur langue, si c'est possible.
Il y a eu des blind tests aussi qui ont été faits pendant ces vendredis Parlotte. Et c'est toujours aussi dans une ambiance vraiment. Ça, c'est absolument pas formel. S'ils n'arrivent pas à l'heure, c'est pas grave. S'ils ont envie de partir avant, c'est pas grave. Enfin, c'est comme dans le salon de la maison, quand on reçoit les copains. Ça, j'en ai parlé. Alors, ce qui s'est passé. L'année dernière, il y a eu un appel à projet pour monter un projet qui s'appelle Action culturelle et langue française. Basé sur l'expérience du vendredi Parlotte, on s'est dit on va répondre à ce. On a vu la date, on a vu le projet un peu tard, donc on a dû écrire un projet assez vite pour obtenir les subventions. Ce projet est devenu à la bibliothèque de Dunkerque le français dans tous les sens. C'est toujours le même objectif, hein, c'est de valoriser le français, de favoriser l'apprentissage du français, mais aussi le partage des cultures. Donc là, pour le coup, on a réussi, surtout Lucia. Vraiment, je vais parler d'elle beaucoup parce qu'elle a fait un gros travail. Elle a réussi à monter un projet, mais vraiment multipartenarial sur le territoire. Donc en fait, les ateliers vont vraiment être il faut favoriser en fait la langue française à travers le plus de médias possible. Donc les partenariats qui ont été faits, c'est un partenariat avec le FRAC. Donc là, on va avoir un projet de podcast. Donc j'en parle pas trop parce que je sais qu'hier, il y a eu un atelier sur le montage d'un podcast, etc. Ça reste du son, le podcast, c'est pas forcément de la musique. Donc là, brièvement, je vais vous décrire ce projet. C'est les personnes qui seront inscrites à l'atelier vont assister à des visites d'expo au FRAC, vont être enregistrées sur le vif, en fait, de ce qu'ils ressentent en visitant l'expo, etc. Et ces enregistrements vont devenir des podcasts que les personnes, plus tard, qui viennent visiter l'expo, pourront écouter pendant leur visite. Il y a aussi un partenariat avec le bateau-feu. Donc là, si je suis trop longue, aussi. Là, on n'est pas du tout dans la musique ni dans le son, mais ça reste très intéressant. C'est l'adaptation c'est un spectacle qui a été adapté d'un album pour enfants. Donc on va leur présenter d'abord l'album. Ensuite, ils iront voir le spectacle, ils vont rencontrer l'équipe du spectacle et ensuite participer à un bord de plateau qui est ensuite de dire ce qu'on a ressenti, ce qu'on pense du spectacle à l'issue du spectacle. Allez. On est toujours dans on n'est pas dans la musique. Il y a aussi un partenariat avec le Château Coquel. Donc là, ce sera plutôt un projet de photo qui donnera lieu à une bibliothèque vivante suivant. Donc là, c'est pareil, je ne m'étale pas sur la bibliothèque vivante, ça a été vu hier. Et puis, je vais peut-être revenir à la musique un petit peu. Un projet avec l'EMA, qui est l'école municipale d'art, où ils vont faire un fanzine. Donc après, on a aussi, ça je vais en parler, des partenariats avec les librairies locales, parce qu'on va faire un projet de Paul Doc avec aussi ses usagers. Et une part de musique dans ce projet, dont je vous parlerai juste après. Et voilà, donc il y a quand même pas mal de partenaires, ce qui est plutôt bien pour le partage des frais en subvention. C'est toujours intéressant, il faut le savoir, hein, et c'est de plus en plus important. Voilà, donc, et il y a donc un partenariat avec le conservatoire. C'est un projet qui va s'appeler de l'écrit au rythme. Donc là, on est dans la musique. C'est des ateliers qui n'ont pas encore eu lieu. Donc là, c'est pas un rétexte. Hein, j'espère que ce serait bien et que peut-être il y aura un rétexte à nous fois à l'issue de ça. Mais je vais vous présenter le projet. Donc c'est un projet qui va commencer ce mois-ci, donc bientôt, dans les 15 jours. Le public visé est toujours un public allophone. Là, le groupe constitué, ils sont 10 et ils ont entre 23 et 61 ans.
c'est assez intéressant. Là, on va avoir un groupe assez varié. Et c'est un projet qui va se dérouler en 3 parties, qui sera à la fois au conservatoire et à la bibliothèque. Donc il y a une première partie qui est l'exploration historique de la musique. Donc là, il va y avoir une vraie... ils vont traverser un petit peu l'histoire de la musique grâce à un professeur du CMAD du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Il y aura une deuxième partie où là, ils vont pratiquer. En fait, il y aura une pratique sonore et vocale à partir de ce qu'ils auront appris de la première partie beaucoup plus pédagogique et historique du projet. Et la partie la plus qui donnera lieu vraiment à quelque chose de matériel, c'est que ils vont participer à des ateliers d'écriture et les textes qui vont naître en fait de ces ateliers d'écriture vont être mis en musique. Donc là, on va avoir des vraies pièces musicales. À mon avis, ce sera assez intéressant. Il y aura, je ne sais plus combien d'ateliers. Je peux plus vous dire, je l'ai plus en tête. Donc là, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus ici, dans le cadre de ce qui nous occupe pour le congrès. C'est vrai, merci beaucoup. Il y a donc un projet de pôle doc participative aussi en suivant, qui est d'abord, comme dans beaucoup de bibliothèques aujourd'hui, on est un fonds FAL, hein, devenu assez... tout le monde sait ce qu'est un fonds FAL, cette salle. Donc le but de ce projet, c'est de faire participer Tout le monde sait ce qu'est un fonds FAL. Alors le FAL, ça veut dire facile à lire. Donc on connaît aussi le FALC, qui est le facile à lire et à comprendre. Alors le FALC, qui est facile à lire et à comprendre, c'est un peu une traduction en français vraiment adaptée d'un texte. Le FAL, c'est du français tout à fait classique, mais qui se lit très bien. D'ailleurs, le FAL est destiné à tous. Si vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de passer 15 jours à lire un roman, mais 2 heures dans une salle d'attente pendant une table ronde de congrès, je ne sais pas. Voilà, donc les fonds FAL sont souvent très, très accessibles parce qu'on n'a pas forcément envie de rester non plus à la bibliothèque 3 heures pour choisir son livre. C'est des fonds qui sont petits et qui sont renouvelés très souvent. En général, c'est des petits romans et ce qui se lisent très vite et très bien. Donc le projet, là, c'est en gros, c'est de les faire aller, d'abord leur expliquer ce qu'est un fonds FAL, la politique documentaire qu'on pratique sur ces fonds FAL, et ensuite de les emmener en librairie en leur donnant un budget. C'est pour ça qu'on a établi des partenariats avec la Mare au Diable, qui est la librairie jeunesse de Dunkerque, Aventure BD, qui est la librairie BD, son nom l'indique, de Dunkerque, la librairie, qui est une petite librairie indépendante généraliste, qui puissent voir un petit peu comment nous on travaille et que nous apportent un peu aussi ce qu'ils ont envie de trouver dans les collections. Comme aussi en musique, pour le coup, on s'est dit là, on a une chance en or d'avoir des gens qui connaissent plein de trucs en musique du monde. Et ben on va leur demander de travailler un petit peu aussi pour nous. Donc on aimerait qu'ils nous prennent des playlists déjà, mais aussi qu'ils nous indiquent ce qu'il faudrait acheter, ce qui nous manque dans les collections, etc. Donc ça, on aimerait travailler avec eux, compléter. C'est toujours bien d'avoir des experts dans un domaine, parce que je pense que nous, parfois, on survole un petit peu tout, parce qu'on doit faire plein de choses. Donc, autant demander aux bonnes personnes. Après, des choses toutes simples, c'est que dans le cadre aussi du Français dans tous les sens qui a commencé quand même cet été, on avait organisé des ateliers cuisine. Donc on a eu un atelier cuisine, c'était essentiellement de la cuisine africaine. On avait là pour le coup, parce qu'au Vendredi Parlotte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un public essentiellement masculin. Et on avait vraiment envie de mettre en valeur un petit peu les femmes. Donc on sait qu'elles aiment... on s'est rapproché du foyer à Doma, où
elles logeaient avec leur famille. Et du coup, là, il y a eu une série d'ateliers de cuisine. Donc, elles sont venues faire la cuisine à la bibliothèque. Et en fait, elles sont venues faire la cuisine en mettant la musique à fond ou en chantant tout le long de l'atelier et pendant le repas, en dansant, etc. Enfin, là, pour le coup, on n'a rien fait, on leur a rien demandé et ça s'est fait naturellement. Et là, c'était vraiment. Donc après, je sais que Lucia avait eu l'idée et aurait aimé faire un bouquin des recettes de cuisine et pourquoi pas, si on avait pu y associer, comme le bouquin dont tu me parlais hier, les morceaux, hein, la musique qui est associée à ça. Bon, ça n'a pas pu être fait, mais ça pourrait tout à fait être une idée dans l'une ou l'autre de vos bibliothèques. Après, bah, évidemment, le français dans tous les sens, c'est un projet qui nous tient pendant un an. Donc, on va faire une fête de clôture et qui sera aussi une fête où on va restituer un petit peu tout ce qui a été fait pendant le projet. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait? On chante, mais aussi on peut manger. On va manger, mais aussi on va écouter de la musique. Donc, il y aura forcément un groupe là qui va venir lors de la fête de clôture, etc. Donc ça paraît des choses banales. Et, ça en fait partie. Faut pas l'oublier. Et ensuite, il y a des choses aussi toutes naturelles. On a un usager qui vient au Vendredi Parlotte depuis longtemps, qui fréquente la bibliothèque depuis toujours en fait maintenant, qui est là tout le temps et qui adore le salon de musique, qui adore brancher son téléphone en Bluetooth. Il s'appelle Yann, ce monsieur. Il vient du Congo, je crois. Et pendant que la bibliothèque est ouverte, et vous avez vu, le salon de musique donne sur la rue, on ouvre toujours les rideaux. Il danse sur sa musique pendant des heures. Et en fait, le salon de musique est ouvert à tous, donc fatalement, ça valorise la musique parce qu'ils l'entendent. Donc ça, c'est des petites choses toutes bêtes. En fait, il faut laisser faire aussi, parce qu'on ne pense pas à tout. Il n'y a pas que les gros projets hyper rédigés et chronophages, etc. Il faut poser les petites choses et laisser faire aussi les usagers. Voilà, j'ai terminé. Merci Audrey. Merci pour elle. Et bravo à ce travail. On est effectivement à moitié dans du rétexte et à moitié dans des intentions et des mises en œuvre. Donc, comme on dit en ch'ti, work in progress. Ok. Non, je ne suis pas très multilingue. Par contre, effectivement, tu as cité la bibliothèque vivante. Effectivement, il y a eu un atelier sur ce sujet hier, mais ça a concerné 10 personnes. Alors, juste dire un mot. Bibliothèque vivante, c'est un concept qui est encore émergent, très émergent chez nous, mais où il y a quelques expérimentations. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment on pourrait appliquer ce principe de bibliothèque vivante, c'est-à-dire avoir des personnes qui font des récits de vie. Comme on lit un livre, on emprunte, non pas un objet, on emprunte une personne qui nous livre une part de contenu sur sa vie. Et donc, voilà, l'un des enjeux serait peut-être de voir comment ce principe peut s'appliquer à la musique. Tu as donné déjà 2 exemples qui vont tout à fait dans ce sens-là. Donc, votre groupe de travail, je pense, aura déjà de la matière pour avancer dans cette direction. Voilà. Il y a une question que tu n'as pas traitée, c'est celle des moyens. Hein, c'est souvent celle qui vient de la salle en disant ouais, c'est super, mais combien ça coûte, combien ça mobilise. Oui. Ah non, alors ça, j'allais en parler. Le partenariat, c'est de toute façon, surtout sur des sujets comme ça, c'est incontournable. On ne peut pas, nous, identifier des populations cibles, et jamais aussi bien, en tout cas, que ceux qui travaillent avec ces populations au quotidien, dont c'est souvent la mission principale, mais qui peuvent être aussi, comme une école de musique ou autre, des partenaires plus généralistes. Hein. Voilà, donc il y a tout le domaine social, il y a le domaine économique, il y a le domaine culturel, etc. Donc je crois que c'est important. Alors, sur les moyens, tu ne veux pas dire 2 mots? Humain et un... Humain, c'est un peu comme partout, je pense, aujourd'hui, c'est un peu tendu. Mais je pense que c'est un... Enfin, je suis un petit peu peut-être naïve ou je ne sais pas, mais il y a un peu une vocation dans notre métier. Donc,
quelquefois, on a envie de faire un truc, c'est fatigant, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais on y tient, donc on le fait quand même. C'est un peu ce que fait notre Lucia absente, là. C'est un projet qui lui tient vraiment à cœur, donc elle a réussi à mobiliser quand même une partie de l'équipe. On a une équipe dédiée à l'action culturelle à la bibliothèque. Donc là, pour le coup, en termes de moyens humains, ça mobilise là ce projet. Donc il y a Lucia, qui passe pas mal de temps, et 4 personnes qui travaillent à l'action culturelle, plus d'autres collègues aussi qui travaillent dans les autres pôles documentaires qui vont apporter aussi du soutien en termes de collection. Et en termes de moyens financiers, donc c'est un projet qui coûte 10 000 euros. On a réussi à quand même avoir une subvention, j'ai plus le chiffre exact, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais au moins la moitié. Et après, les partenaires, maître général, on a réussi à avoir chaque action, je crois que c'est du 55. Donc à la bibliothèque, on s'en sort pas trop mal. Mais l'appel à projet, s'il n'avait pas été rédigé vite et bien, et il a fallu là pour le coup aller très vite et rencontrer les différents, les partenaires qu'on visait pour avoir un accord de principe sur un partage de budget. Donc, les subventions, il faut vraiment faire une veille dédiée, c'est l'idéal. Et après, du personnel, c'est en. Mais Voilà, je crois que le message de fond, c'est que de toute façon, si on n'a pas une préparation préalable, des prises de contact, etc., voilà, foncer directement peut aussi amener des désillusions. Le minimum, c'est quand même des prises de contact avant de communiquer, c'est effectivement évaluer les coûts et voir comment on peut les partager. On reviendra sur la question des partenariats parce qu'on finira le tour de table avec ça. Donc je vais passer maintenant le micro. On va garder un seul micro pour éviter les effets Larsen, à Clément, donc, qui est aussi un des régionaux de l'étape et qui va, lui, je crois, rentrer directement sur la thématique musicale. Bonjour à tous. Donc voilà, donc je m'appelle Clément et je travaille depuis à peu près maintenant, depuis 11 ans à la médiathèque de Grande-Synthe. Il me faut un temps d'adaptation au micro, c'est pas terrible. Je préfère chanter du blues dedans, là c'est pas pareil quoi. Alors en fait voilà, j'ai été embauché après mon master de médiation culturelle à la médiathèque de Grande-Synthe pour m'occuper d'un fonds de CD de musique du monde. Et pour tout vous dire, à l'époque, je savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'il y aurait dedans. Mais en fait, pour mieux comprendre ce qu'est notre fonds de musique du monde à Grande-Synthe, ça va comme ça quand je m'éloigne un peu, parce que sinon j'ai des Larsen, c'est pas possible. En fait, en 2009, à Grande-Synthe a été créé le Festival des mondes pluriels. Et on entendait par monde pluriel, en fait, vraiment la mixité, que ce soit au niveau des frontières ou au niveau des frontières musicales comme des frontières physiques, la mixité dans la musique. Et dans ce festival, j'ai découvert des artistes tels que, je ne sais pas si ça va vous parler, mais Flavia Coelho, par exemple, ça parle un peu. Voilà, on se dit, bon, musique populaire brésilienne, mais qui est brassée de multiples influences. Son batteur est jamaïcain, et ça joue de la dub en fin de concert, enfin, c'est terrible. Voilà, donc du coup, suite à ce festival, la ville a créé un fonds dont je m'occupe aujourd'hui. Et alors, j'ai été sollicité par en fait, on a un partenariat avec une chaîne locale de la Grande-Synthe, la STV, qui m'a demandé de faire des pastilles et des chroniques mensuelles, en fait, sur un coup de cœur musical. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir à la musique du monde. Ou à la musique, on va dire, plutôt la musique plurielle, tiens, comme le nom du festival d'ailleurs. Et pour l'anecdote, Titi Robin a joué dans une soirée Monde Pluriel en 2015. Il venait pour son album Tadziri, en duo avec un joueur de Gambri Gnawa. C'était un super concert. Voilà. Donc j'ai pris vraiment un pied
fou, un peu plus que là maintenant, parce que je vous cache pas que je suis ravi d'être ici, parce que euh, je pense que le fond que je défends et dont je fais les acquisitions et que je mets en valeur tous les jours, ça recoupe vraiment avec la thématique de cette année. Après, c'est vrai que c'est pas sans émotion, surtout avec le micro là. Mais voilà, en tout cas, je me suis donc mis à écouter des tas de choses. J'ai découvert des groupes. J'adore appeler ça des ovnis musicaux. En fait, alors, soit j'allais sur le net, soit à l'époque, il y avait une revue fantastique qui s'appelait Mondomix. Malheureusement, ça n'existe plus. Mais c'était un bon moyen de piocher. Mais parfois, c'est aussi en allant à des concerts que j'allais voir les groupes à la fin, leur disant, si vous voulez, je peux faire une chronique sur vous. Oh bah écoutez, contactez-nous. Et puis, c'est ça, après on démarche, on contacte. Et puis j'avais donc, j'ai plein de vidéos sur YouTube. Je vous invite à aller voir mon YouTube. J'aurais pu vous inviter à regarder une chronique tout de suite, mais bon, c'était pas trop le lieu. Mais en tout cas, sur le YouTube Clément Martin, il y a des chroniques musicales. Voilà. Et donc, pour parler des actions que je peux mener en plus des chroniques, il y a maintenant il y a maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai été sollicité pour faire également des visites de classe. Donc c'est des petits CE2, CM1. Et je me suis dit, plutôt que de leur lire un bouquin en fin de visite, pourquoi est-ce que je leur ferais pas écouter de la musique? Eh ben, je peux vous garantir que de voir des gamins se déhancher sur Fela Kuti, c'est très, c'est jouissif, parce que vraiment, en fait, moi, ce que j'essaie d'expliquer à leurs professeurs ou aux enfants directement, c'est que je voudrais les amener à entendre des choses qu'ils n'entendent pas forcément à la radio ou sur YouTube, enfin, parce que c'est des musiques qui n'ont pas forcément une grande visibilité. Tout dépend. Après, c'est des musiques on va dire, de passionnés, d'aficionados. Mais voilà, on essaie de faire de son mieux pour ouvrir les oreilles sur le monde. J'en oublie certainement. J'avais fait un plan dans l'ordre. Ouais. Je voudrais signaler aussi qu'on a à Grande-Synthe le lieu musical expérimental, qui est un studio qui a plus de 20 ans, qui est dirigé par David Dufour, qui est un rappeur plus connu sous le nom de Leslie Ja. Et donc c'est des studios qui sont mis à disposition du public pour une modique somme par an, et on peut y répéter et y enregistrer des albums aussi. Et on a aussi parfois des partenariats, comme par exemple l'intervention d'une rappeuse qui va apprendre à écrire un couplet de rap à un groupe de jeunes adolescents. Voilà, j'ai également organisé l'an dernier, en partenariat avec les 4 Écluses, un quiz musical sur le reggae. Parce qu'il faut savoir qu'aux 4 Écluses, ça fait à peu près 5 ans qu'il y a le Jamaican Dogs Day, qui est un super festival dédié aux cultures jamaïcaines. Et donc voilà, on essaie toujours de recouper et de travailler ensemble pour faire découvrir le plus de choses au plus de gens possible, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair. Oui, parfaitement clair. Enfin, je ne vois pas de regard d'incompréhension. Merci. Et pour l'émotion, tu es totalement pardonné, parce que, vu ce qu'on a vu en karaoké hier, je pense que... Hein, voilà. En plus, tu as une tenue du micro où on voit que tu as une posture professionnelle, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Le temps que Maëlys se branche sa connexion, comment dire, je soulève quelque chose, moi, qui m'apparaît très fortement, c'est que dans les deux, on va appeler ça des rétextes, hein, finalement, hein, ils sont en cours, mais il y a déjà du recul pour certains. Il y a un terme qui revient régulièrement, c'est partenariat. Et que autant quand on se contentait de gérer des collections et de les mettre à disposition, on pouvait effectivement penser
ce travail de médiation, un peu en vase clos, éventuellement avec de l'action culturelle, mais là, quand on arrive sur cette façon d'aborder les choses, alors moi je vous l'ai mis sous le grand chapeau des droits culturels, mais vous pouvez trouver votre propre approche, votre paradigme personnel, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser l'action sans penser les partenariats. C'est pourquoi j'ai proposé que le tour de table inclue un partenaire. Alors, c'est une partenaire, certes, mais le 1 étant neutre, puisque c'est une organisation, donc féminin, mais vous avez compris. On va dégenrer les choses, hein, et le temps que ça se connecte. Voilà, partenaire, parce qu'on en a cité quelques-uns. Celui qu'on a invité là, pour ceux qui étaient à Clermont-Ferrand, on avait déjà fait une approche un peu du même type en invitant l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, qui avait présenté effectivement un travail de terrain avec des collectages, une entreprise de distribution qui pouvait mettre à disposition tout un catalogue de musique, des musiques, de ces esthétiques entre traditionnelles, modernes et du monde. Voilà, donc cette fois-ci, c'est le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. Donc en gros, voilà, ça c'est la carte de tous les adhérents et adhérentes de la FMDT qui peuvent être des pôles ressources pour vous en région. Que ce soit sur de l'archive sonore, de la formation, de l'éducation artistique et culturelle. Donc c'est super, faut pas hésiter. Et je vais parler de quelques outils qu'ils ont mis en place. Un truc qui est tout nouveau et qui s'appelle Modal et qui est sorti pas plus tard que ce matin à 8h30. Et qui n'est pas dans leurs actus. Alors, et en fait, c'est là, carrément. Donc, c'est, comme le dit le titre, c'est un média de ressources pour les musiques et les danses trad. C'est un site participatif et que je vous conseille vraiment d'aller checker en termes d'actualité sur les musiques traditionnelles, musiques du monde. Donc, ce qu'ils disent ici, dites traditionnelles, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Il y a énormément de ressources dans voilà, les groupes qui sortent des clips en ce moment en musique trad, des articles à lire, des interviews, des podcasts qui sont en train de sortir, qui sont super bien faits sur les musiques trad, musique du monde, à écouter, des sorties de disques. Là, voilà, là, c'est les derniers clips qui sont sortis de la collection Petite Planète de Vincent Maughn, que je vous conseille aussi, qui sont très bien faits. Donc voilà, ça c'est le web média Modal qui va être chouette à explorer. J'en profite aussi pour dire, petit aparté, si je sais pas, j'ai l'impression que, donc je connais pas forcément hyper bien le monde des médiathèques, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous font de la programmation. Et donc ça peut être un moyen aussi d'avoir des références, ou en tout cas pour des disques. Mais j'en profite pour vous faire un petit zoom. Alors je ne sais pas si on peut le trouver comme ça. Quand vous programmez et que vous cherchez des groupes à programmer, on ne va pas trouver comme ça. Vous êtes au courant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une programmation bien moindre de femmes sur scène, et la scène trad n'en est pas exempte. Et donc, il y a ce groupe Facebook qui a été créé l'année dernière, qui s'occupe de recenser tous les groupes de musique du monde, musique trad, folk, en France et ailleurs, où il y a des femmes dedans, pour qu'on arrête de nous dire qu'on ne sait pas quoi programmer, parce qu'il n'y a pas de groupe avec des femmes. Donc, c'est juste des publications de liens YouTube de groupes qui existent, quoi. Donc, ça fait... c'est en amont d'un site de la FMDT qui va être porté vraiment juste sur ça, qui va être un répertoire collaboratif. Voilà, en termes de ressources. Je ne sais pas si ça vous parle. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour
pour l'échelle nationale. Et je vais faire la jonction avec le zoom sur le CMTRA par le biais de... Alors, est-ce que je fais ça comme ça? Non, j'en reparle après. Donc, le CMTRA, qu'est-ce que c'est? Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, j'en ai parlé à quelques-unes d'entre vous. On est une asso, on a 32 ans et on fait beaucoup de choses très différentes. On fait de la diffusion, on a un festival, on est un pôle ressources de valorisation de patrimoine de l'oralité, on est un centre de recherche, on a une chercheuse en ethnomusicologie, Julie Colexec, dans nos équipes. Donc, on est Ethnopôle, labellisé par le ministère de la Culture. On est aussi surtout un réseau et on appuie, on aide à la pratique professionnelle et la pratique amateur dans toute la région Rhône-Alpes. On essaye. Et puis, on a une part de publication. Et je me permets de vous faire voir une mini vidéo qui dure 2 minutes, qu'on a sortie il n'y a pas longtemps, qui parle de notre asso et qui permet de un petit peu mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait. Comme ça, vous avez des images sur des mots. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est moi. Votre relation avec Internet peut être compliquée. Êtes-vous en sécurité? Vos données sont-elles privées? Pardon. Est-ce que... Le CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. Le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. C'est une association qui œuvre à la connaissance et à la valorisation des musiques et danses traditionnelles et des musiques du monde dans la région. Depuis plus de 30 ans, le CMTRA a l'ambition constante de mettre en œuvre les droits culturels à travers ses différentes activités. Labellisé Ethnopôle par le ministère de la Culture, c'est un centre de médiation scientifique, de ressources documentaires et de recherche collaborative. Chaque année, des projets avec les habitants mêlent recherche ethnomusicologique, collectage musical et recueil de mémoire orale. Et cela donne lieu à des conférences, des expositions, des concerts et des publications. Le CMTRA numérise, documente et valorise des archives sonores, notamment à travers la plateforme Infrason, qui est la cartographie des patrimoines sonores de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le CMTRA construit des projets participatifs pour promouvoir les musiques traditionnelles issues des patrimoines régionaux et ceux de l'immigration, notamment à destination du jeune public. Il cherche à favoriser l'interculturel et contribue à faire exister la diversité des territoires. Notre association anime aussi un réseau régional qui réunit des amateurs et des professionnels autour de la pratique, la transmission, l'étude et la découverte des musiques traditionnelles, des musiques du monde et plus largement des cultures de l'oralité. À ce titre, elle organise des journées de rencontres et des formations, mais aussi des bals ou des concerts dans différents territoires, et elle accompagne des groupes de musique émergents de la région. Depuis plus de 20 ans, le CMTRA organise les Jeudis des musiques du monde, véritable espace d'expression artistique de la diversité culturelle. Il coproduit également plusieurs autres événements musicaux tout au long de l'année. Les Jeudis des musiques du monde. Infrason. Atlas sonore. Donc voilà, vous avez un petit ordre d'idée de comment ça se traduit. Et donc je vais faire un petit zoom sur quelques projets qui ont été, où il y a eu quelques mots donnés dessus dans la vidéo. J'en ai parlé un peu ce matin, je vais en reparler rapidement ici, pour ceux et celles qui l'ont pas vu. Donc parmi la multitude d'actions portées par le CMTRA, vous l'avez compris, un des aspects, c'est notre pôle ressources et la valorisation des patrimoines de l'oralité. Et donc pour ça, on a imaginé avec notre homologue en région qui s'appelle l'AMTA en Auvergne, une cartographie qui n'est pas une base de données, mais qui est vraiment un portail de valorisation qui est collaboratif.
et notamment collaboratif avec des bibliothèques municipales, des archives. Et il s'agit d'une carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes où on a choisi parmi des fonds sonores. Donc là aussi, c'est très large. On parle de patrimoine sonore, du coup, c'est répertoire chansonnier, un passage d'instrumentaux, moments enregistrés, paysages sonores, contes, récits. Bon, voilà, il y a un peu tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, en gros, il y a une sélection de certains morceaux, de certains fonds qui ont été choisis pour être mis en avant. Donc, c'est vraiment ce que je dis, donc c'est de la valorisation. Et pour donner envie d'aller chercher après plus avant. Donc, par exemple, donc là, on est à Villeurbanne, là, on est basé. Nous, on est vers là. Et bah, par exemple, tac, là, on peut écouter. Donc, il y a une pastille sonore avec un texte qui l'accompagne. Et qui renvoie sur le portail qu'on appelle le portail du patrimoine oral. Et qui est en fait ici. En fait, il existe un portail du patrimoine oral qui couvre toutes les régions suivantes. Sauf là, on voit qu'ils se sont plantés parce qu'ils n'ont pas mis Rhône-Alpes, super. Mais en gros, c'est un portail qui réunit 10 centres de ressources et qui rend accessible gratuitement tous ces fonds d'archives. Voilà. Et donc, il y a qu'est-ce que... En gros, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. On a un peu parlé ce matin. Et en fait, ce que je disais, c'est que ce que j'expliquais, c'est que ce portail-là n'est pas très sexy. C'est-à-dire que pour chercher des choses, il faut être un peu volontariste, quoi. D'où notre idée, en Auvergne-Rhône-Alpes, de faire un portail qui soit plus sympa. Et là, on fait pas mal de liens avec les bibliothèques et les médiathèques de la région. Parce qu'il y en a de plus en plus qui ont en fait ce fond-là, ce portail en première page de leurs ordinateurs, de leur bibliothèque. On fait beaucoup de formations aussi auprès des médiathécaires pour en fait donner des outils autour de ce projet-là. Et donc il y a en fait l'idée, donc c'est en construction, hein, c'est pas finalisé, mais donc il y a plein de fiches ressources qui sont imaginées pour donner des outils pour les médiathécaires, pour s'en saisir et en parler plus facilement auprès de leur public. Donc voilà, l'idée c'est de faire beaucoup plus d'outils de médiation sur voilà, comment on appréhende cette matière, l'archive sonore qui n'est pas forcément hyper facile à appréhender de prime abord, mais qui est hyper riche et qui nécessite cette médiation pour qu'on puisse en faire quelque chose de vivant. Et comme l'a dit très justement Titi Robin hier, pour faire le lien, rien n'est figé et tout est création et recréation. Donc en fait, c'est en se servant aussi de cette matière-là qu'on peut s'en inspirer pour arriver à autre chose. Voilà pour Infrason. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Alors, là, sur les fonds qui sont mis... tu veux répondre, Christian? Non. On fera tourner le micro pour mieux Ah s'entendre quand on prendra le temps des échanges plus... Soyez très juste instrument voyageur. Voilà. Bon, c'est pour le mieux et puis ensuite on Ouais. démarre les échanges. Ouais. 5 minutes. Ok. Donc voilà pour Infrason. On passe à notre projet. Il y a beaucoup. Donc le cœur de notre métier à nous, c'est le collectage. C'est ce qui fait notre ADN.
Et on a imaginé beaucoup de projets autour de cette pratique-là. Je vais vous en présenter rapidement 3, vraiment très rapidement. Et en gros, depuis qu'on a été labellisé Ethnopole par le ministère de la Culture, on cherche à associer cette démarche-là, qui est une démarche de recherche, d'enquête ethnomusicologique, de terrain, à de l'action culturelle. Et du coup, en fait, ça se traduit par un travail à 2 entre moi, qui suis chargée d'action culturelle, et ma collègue Julie Olexia, qui est ethnomusicologue. Et donc, depuis quelques années, on essaye de pouvoir traduire ça dans nos projets, qui sont généralement des projets de plusieurs années, de 2 à 3 ans. Donc, je peux rapidement vous parler de Instruments Voyageurs, qu'on a fait dans un lieu que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le RISE à Villeurbanne, qui est un super lieu, qui est une combinaison d'une bibliothèque, une des 2 bibliothèques, des 3 bibliothèques de Villeurbanne, pardon, les archives de la ville, un centre de recherche de doctorants, une salle d'expo et un auditorium. Et en fait, la particularité de ce projet, c'était... Donc là, forcément, je n'ai pas les bons documents, je suis désolée. C'est pas ça que je veux. Ah non, c'était sur le RISE+. En fait, c'est un projet qui est né de la combinaison des efforts de 3 structures, donc le CMTRA, l'École nationale de musique, qui est le conservatoire de Villeurbanne, et le RISE. Je trouve pas... Je suis désolée. Et en gros, le projet, c'était de... Là. Donc, ils ont aussi un super site que je vous invite à aller voir. Exposition virtuelle. Il y a un ouvrage qui va sortir dans 2 mois et qui retrace donc ce projet-là. Donc, Instruments Voyageurs, c'était un projet qui avait lieu uniquement à Villeurbanne, sur le territoire villeurbanais, et qui cherchait le travail de collectage a consisté à interroger les personnes sur leur rapport à leurs instruments de musique et les histoires de leurs instruments de musique. Et donc, il y a eu une année d'enregistrement de personnes qui nous ont fait des témoignages, certains qui jouaient de leurs instruments, d'autres qui n'en jouaient pas. Ce qui nous intéressait, c'était les histoires de ces objets-là et de ce que ça racontait en termes de métissage, de migration, de rencontres. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de traduire dans l'exposition. Donc tout ça, ça a donné lieu à une exposition qui a eu lieu pendant 1 an au RISE, où on a essayé de traduire ça, de traduire les voisinages dans la ville et les voisinages organologiques aussi, donc dans la fabrication, dans la facture même des instruments. Donc là, j'aurais bien aimé avoir des photos mieux, je n'en ai pas, mais ça donnait, il y avait un grand mur d'une cartographie un peu imaginaire avec des familles qui rassemblaient en fait les cousinages d'instruments un peu improbables, voilà. Et ce qui est important de dire, c'est que tous les instruments qui étaient présents dans cette exposition, soit une 60aine, 70, nous ont tous été prêtés par des habitants. Donc voilà, c'était assez, ça ressemble à ça. Donc ça, c'était la partie MapMonde. Il y avait une autre partie autour... moi, j'ai plus travaillé sur l'espace intime avec les personnes. Donc là, il y a des petits podcasts qui ont été faits. Voilà. Donc, il y a des audios sur ces collectes-là. Donc ça, c'est l'exemple d'un projet. Instruments Voyageurs. Et du coup, après, il y a eu pas mal d'actions de médiation avec le RISE qui est très familier avec l'accueil de scolaires, où il y a eu des dizaines et des dizaines de classes qui sont passées par cette expo. Voilà, très rapidement, après, je peux vous parler de la chorale intergalactique que j'ai présentée aussi rapidement un peu ce matin et hier, qui est un projet qui a associé donc
recherche et action culturelle, qui a eu lieu dans un quartier de Villefranche-sur-Saône, qui est une ville au nord de Lyon. Où en fait je vous passe la genèse du projet, mais en gros pendant une année on a travaillé dans un quartier précis, le quartier Belle-Roche, pour collecter auprès des personnes du répertoire chansonnier principalement, donc des comptines et des berceuses dans les langues maternelles des habitants du quartier. On a enregistré plus d'une 60aine de chansons qui sont toutes accessibles sur ce site-là, donc les chants collectés, par exemple. Voilà. Et en gros, par exemple, celui-là, je peux vous donner voilà, donc ça, sur chaque fiche, il y a le contexte dans lequel ça a été enregistré, l'enregistrement brut, juste du passage de chanter en collecte, les paroles de la chanson, la traduction. Et pour certains, une fiche pédagogique. Et aussi, là, par exemple, ça a fait à la suite, notamment dans les restitutions, dans les productions, il y a eu des portraits sonores qui ont été réalisés et présentés à la médiathèque de Villefranche pendant l'année qui a suivi. Et du coup, donc il y a eu cette année-là la collecte de beaucoup de chants. À la suite de cette année, il y a plusieurs personnes qui se sont rassemblées et qui ont sélectionné 16 morceaux parmi tout cela. Ces 16 morceaux ont été réarrangés par Pascal Berne, qui est musicien, compositeur, arrangeur, et transmis aux musiciens et musiciennes intervenantes des écoles du quartier. Et en fait, les musiciens et musiciennes intervenantes les ont transmis à leur tour aux élèves des 3 écoles du quartier où elles avaient été enregistrées avec l'aide des habitants et habitantes qui nous les avaient transmis. Donc voilà, c'est là on a un peu le paysage de tous les acteurs, actrices du projet. Et donc, première année collectage, deuxième année transmission, à la fois dans les écoles et à la fois au conservatoire. Et en gros, à la suite de cette année de transmission, il y a eu un enregistrement au conservatoire avec les élèves des écoles du conservatoire et quelques habitants aussi qu'on a sollicités. Et donc, ça a donné lieu à... Je ne sais pas si tu l'as, Christian, Ouais, ça a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui est notre 26e atlas sonore, qui est un peu particulier parce que pour la première fois, donc c'est un ouvrage qui est jeune public, mais pas que, puisque comme il a fait l'objet du travail avec une ethnomusicologue, il y a des textes en amont autour des chansons qui ont un peu le rôle de porter un regard un peu réflexif sur le projet, qu'est-ce que ça a produit, qu'est-ce que c'est les problématiques qu'on a rencontrées. Je ne peux pas vous montrer. Et donc, je voulais vous parler de celui-là, de projet. Je peux vous faire écouter rapidement, parce que comme ça, vous avez une idée. En gros, par exemple, et donc toutes les chansons sont en ligne, hein, tout est accessible, on est free data. Je vous le fais écouter rapidement. Par exemple, ça, c'est ce qui a été enregistré en collecte. لا يا تركيا وانا سمعت البندير لا صاحة لا درية وتعاونيني بالخير البارح شفت منام ماما تكدع فيا يا لا يا تركيا وانا سمعت البندير. Et donc, ce qui a été réarrangé et enregistré. J'avance un petit peu. لا
vous avez une idée un peu de ce qui a été produit. Et donc, si je vous parle de ce projet-là, c'est parce que pour lui, comme un autre projet qui s'appelle Histoire de langue, qui était aussi un projet de collectage, et cette fois-ci pas, j'arrive pas à écrire et à parler en même temps, Histoire de collectage, non. Qui a été un projet de collectage sur, cette fois-ci, des récits et du conte qu'on a fait en partenariat dans différents endroits, et notamment à Rieux-la-Pape, à Villeurbanne. Et donc, c'est sur du collectage de récits, de contes auprès de personnes allophones pour servir après de matières pour les enseignantes en classe UPE2A, pour les enfants nouvelles arrivants. Et pour servir d'outil de pédagogique en fait, de médiation. Et donc en fait tous les contes enregistrés sont accessibles aussi là, donc dans une ou plusieurs langues. Voilà. Et donc en fait si je vous parle de ça, c'est parce que par exemple pour le projet Histoire de langue que j'ai fait à Rieux, la médiathèque de Rieux-la-Pape, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la médiathèque de l'Échappée, a été un gros partenaire, puisque en fait, pour rencontrer les personnes, pour faire du collectage, j'avais moi un atelier que je proposais aux familles pour du jeune public, où je proposais des chansons multilingues, des contes multilingues, et qui me permettait de faire comprendre mon angle de ce que je travaillais. Et après, à la suite de l'atelier, je demandais aux familles si elles en connaissaient aussi, elles avaient à m'en transmettre. Donc il y a eu une quinzaine d'ateliers pendant 6 mois, ce qui m'a permis aussi d'avoir des contacts de personnes, que les personnes puissent m'identifier, me connaître. Et du coup, la médiathèque de l'Échappée a vraiment constitué un spot de retrouvailles, aussi d'endroits pour collecter, aussi d'endroits pour aller voir les personnes, les solliciter. J'allais voir les gens en leur parlant du projet, demandant si ils étaient partantes pour enregistrer des choses avec moi. Et donc tout ça pour dire que en fait, souvent les médiathèques, elles constituent quand même un endroit de relais hyper pertinent, parce que espace public, parce que souvent identifié, parce que pour toutes les raisons que vous connaissez. Et que aussi, maintenant, malheureusement, on ne peut plus reproduire les projets de la chorale intergalactique et d'histoire de langue à l'identique, puisqu'on a le besoin de se renouveler parce qu'on est centre de recherche. Mais par contre, c'est des projets qui ont eu beaucoup de succès, et on a eu beaucoup de demandes, soit d'écoles de musique, de conservatoires, de bibliothèques, d'équipes municipales. Et du coup, on est en train d'imaginer une formation pour pouvoir un peu donner à des équipes qui auraient envie de faire un peu le même genre de projet chez eux, chez elles, notre méthode, quoi, comment on a fait, en fait, retour d'expérience très pratico-pratique, concrète, le collectage, désacraliser le collectage, voir comment ça marche en Zoom. Enfin, c'est ce qu'on a parlé un peu, on en a parlé un peu avec l'atelier podcast là, mais voilà. Après, comment on fait la documentation un peu sur nos collectes, nos méthodes pour rencontrer les personnes, comment on fait, voilà, mon tableau Excel de comment je fais, très concrètement. Aussi la question de les questions que ça pose de travailler en contexte interculturel aussi, la position de l'enquêteur, donc plutôt du point de vue ethnomusicaux, tout ça. Et donc on est en train de l'imaginer. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à nous dire. Voilà. Merci Maëlys. Il nous reste... Voilà. Alors, on est parti d'un terrain. Nos hôtes qui nous accueillent et qui ont déjà leurs propres expériences, démarches, etc. Ce qui me paraissait intéressant, c'est qu'avec un seul centre, vous avez pu voir la diversité des modes d'action, et que les bibliothèques ont quasiment à chaque fois leur place dedans. Parfois à l'initiative, comme pour le RISE, ou à d'autres fois en répondant à, non pas des appels d'offres, on n'est pas dans ce domaine, mais en tout cas à des recherches de partenariat. Voilà, dans le temps qui nous reste, je peux faire circuler un des micros pour qu'on vous entende bien, surtout ceux du fond. Voilà, si vous avez des réactions, des questions, ou si vous êtes assommé par
Hein, voilà, parce que effectivement, table ronde, on l'a vu hier, on le voit à chaque fois, tous les ans. Hein, on essaye toujours de faire en sorte que vous repartiez avec un maximum d'informations, d'idées, de contacts, etc. Et que parfois, peut-être qu'on charge un petit peu, on va vite, et il faut digérer tout ça. Bon, en tout cas, la plupart des choses vont se retrouver sur le site. Il y aura plein de liens, il y aura les enregistrements. Zoom étant l'appareil, en l'occurrence, et non pas le logiciel de communication. Voilà, donc vous retrouverez quasiment tout ce qu'on a vu en ligne dès que nos spécialistes auront pris le temps de le faire. Donc soyez aussi indulgents avec eux, parce qu'ils ont les mêmes contraintes que nous tous, que vous tous. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des réactions. Moi, je passe le micro volontiers. Oui. Merci Edgar Garcia. Je dirige une association d'action culturelle musicale qui s'appelle CEBROC en Île-de-France. J'étais déjà venu. Alors, on vient d'adhérer à la CIM. Donc, voilà, nous sommes nouveaux adhérents. Voilà. Ça fait un bout de temps qu'on travaille un peu avec les médiathèques en Seine-Saint-Denis. Et quand on nous demande mais vous êtes où exactement, on est dans un endroit qui n'a pas encore de nom, mais entre un conservatoire, un service d'action culturelle et une médiathèque. On est un peu préoccupé par ces trois domaines. On a une façon de penser les choses qui dit que nous travaillons dans le champ de l'éducation, de la création et de la transmission. Voilà, donc on se sent finalement assez bien ici. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont absolument passionnantes. Et puis on pressentait avec ma collègue Gaëlle qu'en venant, on allait rencontrer du monde et des propositions. Alors donc on a pris vos contacts pour la suite. J'ajoute volontiers un dispositif sur lequel nous travaillons qui s'appelle Un monde de musique, qui est articulé sur une carte du monde des musiques, qui avait été réalisée il y a quelques années par l'ami François Bensignor, que je pense certains d'entre vous connaissent. Et donc ce beau poster qui propose une espèce de vision planétaire ou planisphérique, plus exactement, des musiques, sans s'arrêter d'ailleurs à un genre particulier, mais plutôt en considérant que parce que nous on a une longue expérience de travail en milieu scolaire, donc on est un peu nourri de ça, du fait que les oreilles des gamins sont très très ouvertes et qu'il faut surtout pas entreprendre dès qu'ils sont jeunes de les refermer. Et donc on a travaillé sur ce planisphère que nous avons enrichi d'une plateforme qui s'appelle Melo, melo-app.com. Je vous invite à aller y voir ce qui s'y passe, parce que quand on voit ce que vous avez fait avec ce site-là, on se dit qu'il y a vraiment, c'est vrai, il y a des passerelles à travailler, des rencontres à opérer, et c'est une plateforme collaborative, libre d'accès, et qui est un outil que nous imaginons volontiers être app.com, pour aller app. Pardon. Ouais. Voilà. Et voilà. Et donc, nous avons conçu, développé des jeux, tout un outillage de travail qui permet justement d'organiser assez aisément des médiations musicales qui se prennent appui principalement sur les musiques populaires au sens large du terme. Le mot musique actuelle ne nous convient pas vraiment, les musiques du monde non plus. On a un peu tendance à parler de musique populaire, mais enfin bon, peu importe l'appellation. Et là, ce que vous voyez ici, qui est un peu le côté documentaire, ce sont des parcours que nous avons constitués, qui sont autant de supports dans ce que nous faisons en milieu scolaire et qui sont disponibles et qui sont disponibles pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que quelqu'un par ici fasse un travail sur, je ne sais pas, des chansons de marins ou quoi que ce soit de ce genre-là. Et cette plateforme est un outil dont nous sommes disponibles à envisager l'essaimage, voilà, ainsi que la carte qui va avec et les jeux. Voilà, donc voilà, je voulais vous informer de cette disponibilité et c'est bien évidemment avec cet outil que nous avons pensé notre présence dans la CIM. Merci. Merci, c'est vraiment l'illustration de ce qu'on peut faire quand on se met en réseau, et les RNBN servent à ça aussi beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, interventions
réaction? Parce que sinon, on s'approche doucement de l'heure du déjeuner, dans 5 minutes, normalement. Puisque le mot de la fin a déjà été donné par Dominique, le mot de la fin étant le premier mot de notre prochain rendez-vous à Orléans. Oui, Damien, si? C'est juste quelque chose dont on s'est rendu compte à partir de nos collections. Là, si on revient sur les collections de musique du monde, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on a eu de plus en plus de demandes. Alors sur nos vinyles, puisque c'est une de force de collection, mais également sur les CD, des gens qui viennent consulter en fait les notes de pochette. Et surtout en musique, en enregistrement ethnomusicographique, parce que la musique, on peut facilement la trouver, alors que ce soit sur les plateformes ou principalement sur YouTube, mais on se rend compte au fil des années qu'il y a un manque flagrant, et c'est même étonnant qu'aucune institution se soit emparée de ça, sur tout ce qui est notes de pochette. Quand on écoute un enregistrement de Centrafrique, si on n'est pas ethnomusicologue, on va entendre des cordes et des percussions et on va pas savoir ce que c'est. Si on sait que c'est un enterrement ou un mariage ou une cérémonie religieuse, etc., ça recadre tout à fait le propos. Et en fait, ces éléments-là, on les a tous, nous, on les a dans nos vinyles, mais dans énormément de collections, que ce soit évidemment Okora, mais Maison des Cultures du Monde, et puis tous les labels aujourd'hui qui existent, Sublime Frequencies, les labels américains qui font également ce travail-là. On se trouve que dans nos collections, on a vraiment des informations qu'on n'a pas à réinventer, qui sont déjà faites par des ethnomusicologues et par des professionnels de la question. Et nous, on peut faire notre travail de bibliothécaire en allant chercher ces informations qui sont dans nos collections pour les exploiter pour des articles, nous, des expositions. Voilà, donc on a une mine d'or si on veut valoriser les musiques traditionnelles qui sont en fait tout simplement le travail qui est déjà fait d'éditorialisation dans les disques. Et par exemple, là, en ce moment, on a une exposition sur la musique et la mort, où on parle beaucoup de toutes les musiques qui accompagnent les rituels de la mort à travers le monde. Et en fait, et on le dit explicitement, tous nos cartels proviennent des notes explicatives, enfin des notes de poche qu'il y a dans les disques. On ne va pas s'inventer avec nos musicologues, mais on fait notre travail tout simplement de bibliothécaire, d'aller chercher l'information où elle est, et elle est dans nos collections. Donc voilà, je tire juste l'attention là-dessus, parce que c'est pas quelque chose qui était flagrant de prime abord, mais moi je me suis retrouvé à des collègues à scanner, à numériser pour envoyer un PDF des notes de pochette d'enregistrement de musique de Cameroun, parce qu'il avait l'enregistrement et pas les pochettes. Ou des gens qui viennent consulter, ils connaissent le disque, mais ils n'ont pas les notes de pochette parce que c'est pas trouvable même sur les blogs spécialisés de musique du monde. Souvent, il y a des beaux scans, des beaux flacs, mais peu d'informations contextuelles. Donc, on a ça dans nos collections. Enfin, voilà, c'était juste un constat. Merci Damien. C'est ce que Michel Sineux, à qui on a rendu un petit hommage hier à l'occasion de sa disparition, appelait documenter la musique. Et la discothèque des Halles qu'il a créée, qui s'appelle Médiathèque musicale de Paris, est un des hauts lieux de cette documentation. Et c'est vrai que la baisse d'usage, qui peut apparaître catastrophique par rapport à ce qui a été le fer de lance de notre activité pendant des décennies, effectivement, elle ne sera pas compensée par autre chose, mais ça fait partie de notre plus-value qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ça vous va comme mot de la fin, nulle part ailleurs? Allez, bon appétit à tous et merci encore.